Alors, donc, aujourd'hui, on va faire les théorèmes d'analyse, c'est-à-dire que c'est une partie très importante d'une étude de fonction. Quand on entend parler de théorème d'analyse, il y a le théorème de la bijection, le théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, en faisant le théorème de la bijection, on va surtout faire aussi la bijection réciproque, la dérivabilité d'une fonction réciproque, ainsi de suite. Et aussi les méthodes d'encadrement d'une solution, c'est-à-dire la méthode de dichotomie et la méthode de balayage. On va faire ça. Et ensuite, on va prendre des exercices de la série pour appliquer. Alors, quand on parle des théorèmes de la bijection, avant de commencer carrément le théorème, on va d'abord faire ce qu'on appelle l'image d'un intervalle, hein, l'image d'un intervalle par une fonction continue. Hein. On va faire un. Ah, ça, il fait plus partie du lot. Image d'un intervalle. Mais corrigez le cours là. Non, je fais un cours quoi après. C'est un complément de cours hein, parce qu'il va falloir que moi def ko ba quoi. Alors image intervalle par une fonction continue. Ok, par une fonction continue. Parce que sinon, si je viens faire ça en exercice, ce sera un peu désordonné dans leur tête. Hein, image d'une fonction, image d'un intervalle par une fonction continue. Alors, donc, ça signifie quoi? Que si on a une fonction f de x, si on a une fonction f de x qui est définie, exemple, f de x égale à 4x au carré plus 3x plus 6, ainsi de suite, f de x égale à racine carrée de x au carré, f de x égale à 1 sur x, n'importe quelle fonction numérique, on vous demande de calculer l'image d'un nombre, exemple, si je vous demande de calculer l'image de 1, calculer l'image de 1, qu'est-ce que vous me faites? Vous me calculez f de 1. Calculer l'image de 2, vous me calculez f de 2. Calculer l'image de 3, vous me calculez f de 3. Là, vous savez calculer ça. C'est-à-dire qu'il faut seulement remplacer dans l'expression de f de x, vous remplacez le x par 1 si vous voulez avoir f de 1. Vous remplacez le x par 2 si vous voulez avoir f de 2. Vous remplacez le x par 3 si vous voulez avoir le f de 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au lieu de nous demander de calculer l'image de 1, on nous demande de calculer l'image d'un intervalle. Exemple, si on nous demandait de calculer l'image de l'intervalle i est égale à 2, 5. Là, on est obligé de faire f de 2, 5. Maintenant, comment calculer f de 2, 5? Comment calculer l'image de f de 2, 5? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Image d'un intervalle par une fonction simple. Maintenant, là, c'est simple. Ce qu'il faudrait faire ici, il faudrait d'abord savoir la monotonie de la fonction dans cet intervalle-là. Dans l'intervalle 2, 5, il faudrait savoir la monotonie de la fonction. Il faut regarder si la fonction est continue sur 2, est croissante sur 2, 5 ou bien est décroissante sur 2, 5. Donc, la monotonie, pour avoir l'image d'un intervalle à partir d'une fonction, il faut d'abord connaître la croissance ou bien la décroissance de cette fonction dans cet intervalle-là. D'abord, il faut faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous appliquez seulement les règles du tableau que je vais vous donner précédemment et c'est fini. OK? Donc, je vais vous donner un tableau. Donc, vous avez un intervalle i qui est là. Ensuite, une fois qu'on a l'intervalle i, on a l'image g est égale à f de i lorsque f est croissante. Bon, je fais une flèche comme ça. Lorsque f est croissante. Ensuite, vous avez l'intervalle j égale à f de i aussi si f est décroissante. Si f est décroissante. Alors, premier type d'intervalle qu'on peut avoir. On peut avoir un intervalle fermé AB. Alors, si on a un intervalle fermé AB, donc f de i serait égal à f de AB. Et dans ce cas-ci, on aura l'intervalle f de A, f de B directement. Si f est croissante, on aura f de A, point virgule, f de B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on a la fonction f de x égale à 2x au carré plus 3x plus 5, on dit soit i, l'intervalle 4, 7. Alors là, dans notre exemple ici, a égale 4, b égale 7. Notre fonction est, on dit que si on va faire sur l'intervalle 4, 7, f est croissant.
Si f est croissante, alors J qui est égal à f de I, qui est égal à f de 4, f de 4, 7. Là, on va dire donc J égale, comme c'est f de 4, 7, et que f est croissante, on va dire J est égal à l'intervalle f de 4, point virgule, f de 7. Et là, je vais calculer f de 4, remplacer ici, calculer f de 7, remplacer ici, et j'ai mon intervalle J. J'ai mon intervalle J. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Aïcha Bok, il y a là. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Good. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe si f est une fonction qui est décroissante? Si f est une fonction qui est décroissante, là, c'est l'inverse. On aura fermé f de b, point virgule, f de a. Vous avez vu? Donc, si l'intervalle est fermé, on a f de b, f de a. Si la fonction est décroissante, on a f de b, f de a. Si la fonction est croissante, on ne change pas, on fait f de a, f de a. C'est-à-dire que ici, comme on avait fait parmi les, au niveau des suites, on avait dit que si la fonction est croissante, l'ordre n'est pas changé. Si la fonction est décroissante, l'ordre est changé. Vous avez vu, si la fonction est croissante, l'ordre n'est pas changé, on aura directement f de a, f de b. Maintenant, si la fonction est décroissante, on a f de b, f de a. Ensuite, une fois qu'on a cet intervalle-là, on peut avoir un intervalle ouvert comme ça. A, B, fermé. Si on a cet intervalle ouvert fermé là, on demande maintenant de calculer f de i lorsque f est croissante. On aura donc, ici, on va calculer la limite quand x tend vers a plus de f au niveau de cette borne-là. Et ici, on aura f de b. On ferme. Voici l'intervalle qu'on aura. Voici l'intervalle qu'on aura. Maintenant, si f est décroissante, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici f de b point virgule limite quand x tend vers a plus de f. L'intervalle est comme ça. Limite quand x tend vers a plus de f. L'intervalle est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ferme en A et on ouvre en B? On va avoir ici, si f est croissante, là, on aura f de A. Et là, on aura limite quand x tend vers B moins de f et on ouvre. Normalement, ça, on devrait faire ça au niveau quand on faisait la continuité. Mais bon, je me suis dit qu'il faut laisser ça ici jusqu'à ce qu'on arrive ici, on va le faire. Alors, de l'autre sens, lorsque f est décroissante, on aura limite quand x tend vers b moins de f, point virgule, f de a et on ferme. Donc, si c'est ouvert en B et ouvert en A, là aussi, il faut faire les limites. Hein? Les limites. Alors, bon, je vais faire ça où? Je vais continuer ça où? Bon. Je vais continuer où ça? Il n'y a pas d'espace. Bon, là aussi, si on a ça, l'intervalle toujours, hein, le tableau continue ici. A, B, premier cage. Deuxième cage, c'est F croissant. C'est F croissant, on aura ça, limite. Quand x tend vers A plus, point virgule, de F, point virgule, et limite. Quand x tend vers B moins de F, si F est croissante. Maintenant, si F est décroissante, on va avoir limite l'inverse. Quand x tend vers B moins de F, point virgule, et limite quand x tend vers A plus de F et on ouvre. Donc, c'est ce tableau-là qui continue jusqu'ici. Hein? Donc, on a un tableau avec les différents
type l'intervalle où on a des bornes réelles, des bornes inférieures réelles et des bornes supérieures réelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des intervalles avec des bornes à infini? On va prendre ça. C'est bon. On va faire ça. Exemple, l'intervalle qu'on va avoir en premier lieu, c'est l'intervalle, on va dire moins l'infini, moins a ouvert. J'efface ici. J'efface là. Là, c'est déjà fait. Donc, normalement, c'est un gros tableau, mais puisqu'on n'a pas assez d'espace avec ce tableau, avec bon, mon tableau là, je suis obligé de faire de petits tableaux et de différencier ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a l'intervalle comme ça, moins l'infini, A. Alors, dans ce cas-ci, si f est croissante, là, on va avoir limite quand x tend vers moins l'infini de f, point virgule, et limite quand x tend vers a plus de f ouvert. Limite quand x tend vers a plus ouvert. Non, a moins, pas a plus. Good. Ensuite, lorsque la fonction f est décroissante, qu'est-ce qu'on va faire? On inverse, on aura ici limite quand x tend vers a moins de f, point virgule, et limite quand x tend vers moins l'infini de f, et on ouvre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si j'ai moins l'infini, fermé en A. Si j'ai moins l'infini, fermé en A. Si j'ai moins l'infini, fermé en A. Alors, j'ai moins l'infini, point virgule, fermé en A. Ce que je vais avoir ici, c'est si f est croissante, j'ai limite quand x tend vers moins l'infini de f, point virgule, et f de A. Là, et je ferme. Maintenant, si f est décroissante, là, je vais avoir comme ça, f de A, fermé, et point virgule, limite, quand x tend vers moins l'infini de f ouvert. C'est ça que j'ai. Et ensuite, j'ai les deux avec moins l'infini. Je vais utiliser maintenant avec le plus l'infini. Si j'ai ouvert en A et en plus l'infini, je vais le mettre là. Ouvert en A et en plus l'infini. Là, si f est décroissante, je vais faire limite est croissante du moins quand x tend vers a plus de f, point virgule, et limite quand x tend vers plus l'infini de f, et j'ouvre. Voici la limite. Maintenant, lorsque f est décroissante, c'est l'inverse. Je vais faire limite quand x tend vers plus l'infini de f, point virgule, et limite quand x tend vers a plus de f, et j'ouvre. Lorsque c'est ouvert en plus l'infini. Maintenant, lorsque c'est ouvert en plus l'infini, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'est fermé en A, lorsque c'est fermé en A, et plus l'infini. Lorsque c'est fermé en A et plus l'infini. Allez. Oui. Pour le limite, pour A, l'intervalle A ouvert, l'infini ouvert. A moins l'infini ouvert. Au niveau de... Non, plus l'infini. Oui. Vous avez... Les deux fonctions sont les mêmes quand f est croissant et f est décroissante. Non, elles ne sont pas les mêmes. C'est quoi les deux fonctions sont les mêmes? Les limites ne sont pas les mêmes. Ici, c'est limite de A plus qui est en borne supérieure. Là, c'est limite de A plus qui est en borne inférieure. Ah, ok, je n'avais pas vu ça. Ok. Donc là, quand je vais avoir ça, je ferme en A, plus l'infini, et j'ouvre. Là, si c'est f est croissante, je vais avoir f de A, et la limite, quand x tend vers plus l'infini de f, et j'ouvre comme ça. Ensuite, que si f est décroissante, je vais avoir ça, limite, quand x tend vers plus l'infini de f, et là j'ai f de A, et je fais quoi? Je ferme.
Et je pense que le seul intervalle qui reste maintenant, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Tous les types d'intervalles, on les a fait. On a fait des intervalles avec deux bornes qui sont réelles. On a ouvert, on a fermé, on a ouvert l'une, on a fermé l'autre, on a ouvert l'autre et on a fermé l'autre. Ensuite, on a fait des intervalles dont l'une des bornes est infinie et l'autre des bornes est réelle. C'est ça. Il nous reste un seul intervalle dont les bornes sont infinies, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, concernant l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est la même chose. Hein? Si f est croissante, on va dire que l'intervalle i qui est égal à moins l'infini plus l'infini, son image j qui est égal à f de i, c'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de f, point virgule, limite quand x tend vers plus l'infini de f. C'est-à-dire, si on a ça, moins l'infini, l'intervalle moins l'infini plus l'infini, alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, si f est croissante, on a directement ça. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f point virgule, et limite, quand x tend vers plus l'infini de f, on ouvre. Ensuite, l'autre limite, quand x tend vers, si c'est décroissante, on aura le contraire ouvert, et on va faire ici, limite, quand x tend vers plus l'infini de f point virgule, et limite, quand x tend vers moins l'infini de f ouvert. Et c'est fini. Donc, vous avez toutes les choses que vous devez savoir sur l'image d'un intervalle par une fonction qui est continue. Il faudra d'abord que la fonction soit continue sur l'intervalle i. Il faudra que la fonction soit continue sur l'intervalle i. Vous regardez sa monotonie sur cet intervalle-là pour pouvoir appliquer une de ces règles-là. Ce sont ces deux conditions-là. Alors, une fois qu'on a fini ça, on peut attaquer ce qu'on appelle les théorèmes généraux d'analyse, c'est-à-dire le théorème de la bijection. Si vous n'avez pas de questions sur ça, je peux effacer, attaquer le premier théorème, c'est-à-dire le théorème de la bijection. C'est bon? Est-ce bon? Avez-vous des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Good. Donc, je vais effacer. Ceux qui ont récupéré leur bulletin là, il faut photographier ça et nous envoyer ça sur WhatsApp. Hein? Au moins, que nous avons ces notes. OK? C'est bon. Alors, le premier théorème, c'est le théorème de la bijection. On va dire un théorème de la bijection. Est-ce que vous avez un peu Deux, théorème de la bijection. Alors, good. Ce mot-là ne vous est pas inconnu. Hein? Ce mot-là, la bijection, elle ne vous est pas inconnue. Vous avez utilisé ce mot-là lorsqu'on avait fait le chapitre sur les applications. Oui ou non? Oui. Voilà, application bijective, application injective, application surjective. Donc, ce mot-là, bijection n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Alors, comment démontrer une bijection à partir des fonctions? Comment démontrer qu'une fonction est bijective à partir des décisions de fonctions? Pour les applications, on avait une autre méthode. On avait dit qu'une fonction injective et surjective est une fonction qui est bijective. Maintenant, avec les applications, comment faire? Il suffit seulement d'appliquer ce théorème-là pour dire que la fonction est bijective. Alors, on va dire qu'une fonction f est une bijection sur un intervalle j ou bien sur un intervalle i. Une fonction f est une bijection sur un intervalle i
si deux points et les conditions, le rouge, sur un intervalle J, je vais dire J, sur un intervalle I, je prends I, sur un intervalle I, si et seulement si on a F continue sur I, et là, F continue sur U, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser les propriétés des fonctions continues, utiliser les propriétés des fonctions continues. C'est-à-dire les discussions qu'on faisait, hein? Toute fonction polynôme est continue sur son domaine de définition, ainsi de suite, tous ces genres de trucs-là. Pour montrer que F est continu, il faut utiliser ça. Ensuite, une fois que vous avez montré ça, il faut montrer que F est strictement monotone sur I. Hein? F est strictement monotone sur I. Et ça, pour le faire, il faut utiliser ce qu'on appelle le tableau de variation. Donc, ça, je vais appeler ça la condition I. Là, la condition 2I. La condition I et la condition 2I. Maintenant, si ces deux conditions-là sont vérifiées, on va dire que F réalise une bijection de I sur J. F réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle J est tel que J égale à quoi? J égale F de I. Hein? J égale F de I. Hein? Tel que J, l'intervalle J égale à l'image de l'intervalle I. Et je vous ai appris tout à l'heure comment sortir l'image d'un intervalle. Comment sortir l'image d'un intervalle. C'était pourquoi j'ai fait en premier l'image d'un intervalle pour une fonction continue, parce que je savais que une fois que je commence par le terme de la bijection, il faudra que je vous explique comment chercher F de I. Alors, donc voici le théorème de la bijection. OK? Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que la fonction F est continue. Ensuite, dire que F est strictement monotone sur I. Et ensuite, que F, si ces deux conditions-là sont vérifiées, alors F réalise une bijection de I sur J telle que J égale à F de I. OK? C'est bon, hein? C'est bon. Est-ce que c'est bon? Y a-t-il des questions? C'est bon. C'est bon. Alors, troisièmement, théorème de la bijection réciproque. Théorème de la bijection réciproque. Alors, pour le théorème de la bijection réciproque, ça aussi, je pense que vous avez une fois entendu ça, une fonction réciproque. Si f est une fonction, sa fonction réciproque est notée. Comment elle est notée? F de moins 1. F moins 1. F moins 1. Donc, si f est une bijection réciproque, si f est une fonction, sa bijection réciproque, c'est f moins 1. Alors, pour la bijection réciproque, on va dire que si f est une bijection de I sur J, si f est une bijection de I sur J, bon, là, je vais faire l'espace comme ça. Si f est une bijection de I sur J, si f est une bijection de I sur J, point. Une fois que f est bijectif, toute fonction bijective admet ce qu'on appelle une bijection réciproque. On va dire que f admet une bijection réciproque f admet une bijection réciproque. Le micro. Notez f moins 1. C'est plutôt Jean. C'est Jean. Ouais. OK. Notre invité là. Monsieur Jean. Oui.
Comment tu vas? Ça va bien. Ok, le micro là, si tu fais des bruits, ça nous dérange. Maintenant, il faut désactiver ça, comme ça. Si tu as des questions, tu actives et tu poses. Hein? C'est bon. Tu sais comment désactiver ça? Ok, oui. Ok, c'est bien. Oui, oui. Ok, Merci. c'est bon. Ok. Ok. Donc, notez F-1. Cette bijection-là est notée F-1 et elle est définie de I vers J. Et définie de I vers J. Elle est définie de I vers J, telle que pour tout A appartenant à I, pour tout A appartenant à I, virgule, B appartenant à J, je vais noter ça encore, comme ça, ce qui est important sur ce théorème-là, pour tout A appartenant à I, point virgule, B appartenant à J, B appartenant à J, qu'est-ce qu'on a? On a F de A égale F de B. On a F de A égale B du moins ça. F de A égale B. Si et seulement si F moins 1 de B égale à A. F moins 1 de B égale à A. Donc, je n'ai pas encore fini. F de A égale à B. Si et seulement si F moins 1 de B égale à A. Donc, c'est pourquoi on appelle ça bijection réciproque. Ça veut dire que si tu as une fonction, f de x égale à 2x plus 3, 2x plus 3, exemple, et que tu calcules l'image de 1, tu auras f de 1 égale à 4. Donc, si tu as la fonction bijection réciproque, tu vas faire f moins 1 de 4, tu trouves 1. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait f de 1, on a eu 4. Cela veut dire que si tu as deux ensembles comme ça, I est là, si tu as deux ensembles comme ça, I est là avec leurs éléments, et tu as un autre ensemble comme ça, J avec leurs éléments. Alors, l'image, c'est ce train-là qui prend 1, qui le lie ici. Donc, sur ce sens-là, on utilise F. Sur ce sens-là, on utilise F moins 1. Donc, cela veut dire que F de A égale B. F moins 1 de B me donne aussi A. Schéma bi non ngeen koy comprendre. OK? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il faudrait savoir que là, on a la fonction composée, bijection réciproque, F moins 1 rond de F de X, c'est-à-dire la fonction bijection. Bon, c'est la même chose, c'est égal à F rond, F moins 1 de X, et ceci est égal à X. Ça, on l'a. Ensuite, F et F' varient dans le même sens, ont les mêmes variations. F et F moins 1 ont les mêmes variations. Ont les mêmes variations. Bon, là, je vais limiter ça ici. Il y a un autre point. Et quoi? Leur courbe, on va dire, là, je vais l'écrire ici. C'est le deuxième, troisième flèche. Elle est là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la courbe CF et la courbe CF-1 sont symétriques par rapport à la bisectrice. Première bisectrice. Sont symétriques par rapport. Alors, là, vous voyez, sont symétriques par rapport à Y égale à X, entre parenthèses, première bisectrice. Y égale à X, entre parenthèses, première bisectrice. Et là, vous l'avez. Donc, voici le théorème de la bijection. Et, oui. Quelle caméra? Ah, dans mon écran ici, je vois normalement. Quelqu'un d'autre ne voit-il pas? Fi nga bind ay CDF moins 1 laa gis ko.
Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne le voit pas? Oui, moi. Et moi aussi. J'ai CF et CF-1 sont symétriques par rapport à Y égale à X. Si je change la fixation de cette caméra-là, après, c'est plus bon, quoi. Il faut le laisser comme ça parce que j'ai le maximum d'espace possible. Donc, j'ai CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice Y égale à X. OK? Donc, voici le théorème de la bijection et voici le théorème de la bijection réciproque. Quand est-ce qu'une fonction est bijective? Une fonction est bijective sur un intervalle si elle continue sur cet intervalle-là et strictement monotone sur cet intervalle-là. Donc, elle va réaliser une bijection de cet intervalle-là vers un intervalle J, tel que cet intervalle J-là égale à f de I. Ensuite, théorème de la bijection. Toute fonction bijective admet une bijection réciproque. Et cette bijection réciproque-là est définie de I vers J, tel que pour tout A appartenant à I et B appartenant à J, on a f de A égale f de B, si et seulement si f-1 de B égale à A. Et on sait que la fonction composée f-1 rond de f de x est égale à la fonction composée f rond f-1 de x qui est égale à x. Et ensuite, on peut dire que f et f-1 ont les mêmes variations, c'est-à-dire ils auront le même sens de variation, et que C et F, CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est bon, hein? Est-ce que c'est bon? Alors, regardez les questions que vous avez là-bas. Ensuite, on y revient. C'est bon? Alors, c'est bon. Je peux effacer. Allô, allô? Good. Alors, donc, j'ai fait le théorème de la bijection réciproque. On va parler maintenant de la dérivabilité de la fonction bijection réciproque, de la fonction f-1. La dérivabilité de f-1 en un point A et la dérivabilité de f-1 sur un intervalle. OK, good. Alors, y a-t-il un élève de terminale parmi vous là? Il n'y en a pas. J'en ai vu quelqu'un tout de suite. J'avais vu Traoré tout de suite. Y a-t-il un élève de terminale? Il n'y en a pas. Donc, eux, ils ont eu une histoire avec moi sur ce que je vais faire comme ça. La dérivabilité de f-1. Je les ai tous renvoyés à cause d'une question comme ça. Ils ne pouvaient pas faire ça. Alors, donc, il ne faut pas oublier ça. Dérivabilité de f-1 en B. Je vais dire ça. En B. B appartient à R. Dérivabilité de f-1 en B. B est un réel, hein? B est un réel. Donc, je vais le faire ici. Mais je vous le dis, je vais me fâcher avec vous aussi à cause de ça. Moi, je le sais. Parce que vous n'allez pas apprendre ça. Moi, je le sais. Alors, on sait que si f de A égale à B, on a si f de A égale à B, ceci implique que donc f-1 de B égale à A. On est tous d'accord sur ça.
Donc, on va dire f-1 est dérivable en B si et seulement si. F-1 est dérivable en B si et seulement si. Si et seulement si, quoi? Il faut que f soit dérivable en A. F est dérivable en A. F' de A différent de 0. Si ces conditions-là sont vérifiées, alors f est dérivable, f-1 est dérivable en B. F-1, f' de A différent de 0, f dérivable en A. F-1 est dérivable en B si et seulement si f est dérivable en A et f' différent de 0. Donc, on peut vous donner un exercice. Je pense que dans la série, on a un exercice comme ça où on nous demande de chercher la dérivable de f, la dérivable de la fonction réciproque de f en un point. Là, le point qu'on vous donne, c'est le point B. Maintenant, il va falloir que vous chercher A. Comment chercher A en résolvant l'équation f de x égale à B? Le x que vous aurez, ce sera ton A. Maintenant, une fois qu'on a ce A-là, on montre que f est dérivable en ce A-là. Et une fois qu'on a montré ça, on montre que f' de ce A-là est différent de 0. Et donc, ces deux conditions-là nous font dire que f-1 est dérivable en B. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Good. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire la dérivable de f-1 sur un intervalle J. On va faire deux choses. Dérivabilité de f-1 sur un intervalle J. Dérivable de f-1 sur un intervalle J. Alors là, on va dire f-1 est dérivable sur J si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Si et seulement si f est dérivable sur I et f' de x différent de 0 sur I. F est dérivable sur I. J'ai f-1 sur I là. Sur I là. Attention, nekkul sur J. Sur I là. Et f' de x différent de 0 sur I. C'est vrai, dingue. N'oublie pas qu'on avait dit que J égale f de I. J égale f de I. Hein? J égale f de I. Ici, f-1 est dérivable sur J si et seulement si f est dérivable sur I et f' de x différent de 0 sur I. Donc, lorsqu'on vous demande f est dérivable, la question on pose une question sur la dérivable de f-1 en J, il faudrait aller voir quel est mon I. Est-ce que vous avez compris? Il faut aller voir quel est mon I. Et dans ce cas-ci, si vous avez votre I, vous montrez que f est dérivable sur ce I-là. Et ensuite, vous montrez que f' de x est différent de 0 sur ce I-là. Et les deux conditions étant vérifiées, là, vous pouvez dire que f-1 est dérivable sur J. C'est le même piège. Hein? Le même piège pour les autres élèves, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous donne B, vous oubliez de chercher A. Là, on vous donne J, vous oubliez de chercher I. C'est pourquoi vous allez jamais maîtriser les deux techniques-là. Si on vous donne un B, si on vous dit exemple, cherchez la dérivable de est-ce que f-1 est dérivable en 2. Le 2 là, c'est votre B. Maintenant, il faut aller chercher le A. Et comment chercher le A? Vous résolvez l'équation f de x égale à B, c'est-à-dire f de x égale à 2. Le x que vous aurez là, la valeur de x que vous aurez, sera égale à notre A. Maintenant, il se peut que vous résolvez l'équation f de x égale à 2, vous trouvez 3 solutions ou 4 solutions. Et parmi ces solutions que vous allez voir là, il faudrait regarder celui qui appartient à quoi? Celui qui appartient à I.
le A qui appartient à I. Là, A appartient à I, B appartient à J. Tel que f de I égale A, f de G. Là, il faudrait voir ça. Je le rajoute. Là, A appartient à I, B appartient à J, et on a f de I égale J. Là, on a f de I égale à J. Il faut que ce sont les complémentaires. Il faut que A appartient à I, B appartient à J, f de I égale J. Donc là, vous résolvez l'équation f de x égale à B. Et vous cherchez les x qui appartiennent à I. Tout x qui appartient à I est un A. Maintenant, une fois que vous avez votre A, vous montrez que f est dérivable en A. Ensuite, vous montrez que f' de A est différent de 0 et vous faites une conclusion. Donc, vous allez dire que f est dérivable, f-1 est dérivable en B. Là, on vous demande de montrer que f-1 est dérivable en J. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher votre I. Une fois que vous avez votre I, le I là, on détermine I en utilisant le tableau de variation. On détermine I en utilisant I est donné par le tableau de variation. I donné par le tableau de variation. I est donné par le tableau de variation. Et une fois que vous avez I, vous regardez si f est dérivable sur I. Et pour savoir si f est dérivable sur I, vous avez les discussions qu'on fait. Toute fonction polynôme est dérivable sur son domaine de définition, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces discussions-là. Vous regardez, est-ce que f est dérivable là-bas? Ensuite, une fois que vous avez montré ça, vous montrez que f' de x est différent de 0 sur I. Ces deux conditions-là montrées, vous pouvez conclure et dire que f-1 est dérivable en J. Maintenant, c'est bon, hein? Une fois qu'on a calculé ça, il se peut qu'on vous demande de calculer les questions-là, calculer f-1' dB. La dérivée de la fonction réciproque, sa valeur en B. Et sur ce, il faut seulement dire que f-1' dB, c'est toujours 1 sur f' de A. Ce qui revient à dire c'est pourquoi f' de A doit être différent de 0. Vous avez vu ici f' de A. Donc ça, vous l'avez. f-1' de égale à 1 sur f' de A. Maintenant, on va faire une application. Je vais recopier l'application ici au tableau et vous laissez le temps de le faire. L'application de ce qu'on va faire, de ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire le théorème de la bijection. Le théorème de la bijection, on nous dit que on considère la fonction f qui a comme ensemble, oui. Le temps que nous avons préparé, vite fait après. Ok, vous avez fait ça. Donc, on va corriger ça. Comme ça, on va appliquer ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on dit que la fonction f définie sur 0 puis sur 2 vers 1 plus l'infini, tel qu'on a f de x égale à 1 sur sinus de x. On demande de montrer que f est bijective. Hein? Première question. Démontrer que f est bijective. Hein? Démontrons que f est bijective. Montrons que f est bijective. Alors, donc là, pour montrer que f est bijective, il faudrait montrer que f est continue et strictement monotone dans l'intervalle où elle est définie. Ici, notre intervalle, ce sera 0 sur 0 puis sur 2. On a f de x égale 1 sinus de x et on a d de f ici, c'est égal à 0 puis sur 2. 0 pi sur 2. OK? Donc, on va prendre ça ici, 0 pi sur 2. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On va dire que f est une fonction trigonométrique. F est une fonction... Pi sur 2 fermé, là. Pi sur 2 fermé, là. C'est fermé en pi sur 2, hein? Oui, c'est fermé. OK. Oui. Good. Donc, on va dire que f est une fonction trigonométrique. Donc, continue sur son DDF. Pi sur 2, Dañoo fermé en pi sur 2 lañ ma wax de. mais sinus pi sur 2 nekkul 0. Sinus pi sur 2 1 la. Yow dam lay dàq de. F est une fonction trigonométrique, donc continue sur DDF.
Stéphane, base mon boy. Alors, donc, une fois qu'on a démontré que f est continu, il faut qu'on étudie la monotonie de f. Or, pour étudier la monotonie de f, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut étudier f de x. Deuxièmement, continu et dérivable. On va dire continu et dérivable. Comme ça, on va dériver. Alors, donc, comme le continu est dérivable sur d de f, on va dériver. On va dire f' de x égale à u sur v. Donc, c'est la dérivée de sinus de moins la dérivée de sinus x, c'est moins sinus x' sur sinus de x le tout au carré. Donc, en fait, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, je vais avoir moins cosinus de x sur sinus de x le tout au carré. OK? Or, on va dire que sur l'intervalle 0, point virgule, pi sur 2, on a sinus de x, le tout au carré, positif, et cosinus de x, positif, moins cos de x sera donc négative. Et puisque moins cos de x est négative, on aura donc... Pi sur 2 fermé. Voilà, pi sur 2 fermé. On aura donc moins cos de x sur sinus de x, le tout au carré, qui est égal à f' de x, qui est négative. Donc, on va dire que... Qu'est-ce qu'on va dire ici? Je vais effacer là, je vais effacer ici. F est strictement décroissante. Voilà, sur 0 pi sur 2, f est strictement décroissante. Ah, Balde, tu es là aussi. Oui. Voilà. Donc, on va dire que sur 0, pi sur 2, f est strictement décroissante. Alors, donc, puisque la condition 1 et 2 sont vérifiées, on va dire 1 et 2 implique donc que f est bijective de I égale à 0 pi sur 2 fermé. Moi, j'ouvre en pi sur 2 rec. En 0 pi sur 2 vers J est égal à f de 0 pi sur 2 fermé. Mais maintenant, puisque f est décroissante, J serait égal à donc f est décroissante, on va fermer et dire ici f de pi sur 2 et limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors, f de pi sur 2, c'est 1. Et limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de ça. 1 sur 0 plus ça donne, parce que sinus 0 c'est 0. 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc, ce qui va donner ça, plus l'infini. Donc, f réalise une bijection de quoi? De l'intervalle 0 pi sur 2 fermé vers l'intervalle 1, point virgule, plus l'infini ouvert. C'est bon. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Si c'est bon, alors on efface. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous demande? On va calculer. Alors, donc, certains d'entre vous ont explicité f-1 de x. Après, je vais vous montrer comment expliciter f-1 de x.
Bon, ça, on avait... Bon, là, pour avoir ça, il faut résoudre seulement l'équation f de x égale à y. Ça, on avait fait ça lorsqu'on avait fait les applications. Oui ou non? On n'avait pas fait ça? Si. On avait bien fait ça, on avait fait ça. Alors, deuxième question. Rouge. Calculer quoi? F moins 1 de racine de 2. F moins 1 prime de racine de 2. On va calculer en premier ça. Alors, on sait que il nous faut chercher, on va dire, posons B égale à racine de 2. Posons B égale racine de 2. Alors, si on pose B égale racine de 2, il nous faut chercher quoi? A. Pourquoi? Parce que si B égale racine de 2, on a donc F moins 1 prime de racine de 2, c'est égal à F moins 1 prime de B. Or, tout à l'heure, dans le cours, on avait dit que F moins 1 prime de B, c'est égal à 1 sur F prime de A. Donc, il nous faut chercher A. Or, pour avoir A, il faut résoudre l'équation F de x est égal à racine de 2. Il faut résoudre l'équation f de x égale à racine de 2. Alors, f de x égale à racine de 2 va faire que nous allons avoir 1 sur sinus de x égale à racine de 2. Ce qui fait que donc sinus de x est égal à racine de 2 sur 2. C'est égal à racine de 2 sur 2, hein? Parce que je vais avoir 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Alors, sinus x égale à racine de 2 sur 2, sachant que x doit appartenir à l'intervalle 0 pi sur 2, sachant que x doit appartenir à l'intervalle 0 point virgule pi sur 2, là, on va avoir x est égal à pi sur 4. Pi sur 2 fermé. Merci beaucoup. Donc là, on aura x est égal à pi sur 4, ce qui fait que donc a égale pi sur 4. A égale pi sur 4. Maintenant, une fois qu'on a ça, notre a étant égal à pi sur 4, je vais directement faire donc f moins 1 prime de racine de 2, c'est égal à 1 sur f prime de pi sur 4. Or, f prime de x, c'était égal à moins cosinus de x sur sinus de x, le tout au carré. F prime de pi sur 4, c'est égal à moins cosinus de pi sur 4 sur sinus de pi sur 4, le tout au carré. Ce qui me donne là, f prime de pi sur 4, ça va me donner moins 2 racine de 2 sur 2. Parce que là, je vais avoir moins racine de 2 sur 2. Là, je vais avoir racine de 2 sur 2 le tout au carré, ce qui va me donner moins 1 sur racine de 2 sur 2. Ce qui me donne 2 racine de 2 sur 2, qui me donne moins racine de 2. Donc, f prime de pi sur 4 égale à moins racine de 2. Now, puisque f prime de pi sur 4 égale à moins racine de 2, je peux conclure directement que f moins 1 prime de racine de 2, c'est égal à 1 sur pi sur 4, c'est égal à 4 sur pi. C'est bon. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Donc, les autres, ce que vous avez fait, vous avez explicité f-1 en résolvant l'équation f de x égale à y. Une fois que vous avez explicité f-1 sur l'intervalle 0 pi sur 2, vous avez développé, vous avez dérivé
Et vous avez calculé f moins 1 prime de racine de 2 et vous avez trouvé 4 pi, je pense. C'est vrai, c'est ça que tu as trouvé ou pas? Man, pi sur 4, waaw. Moins pi sur... Non, c'est l'inverse. Tu dois avoir 4 sur pi. Non, qu'est-ce que j'ai trouvé comme ça? Non, moi j'ai fait une erreur. Hein? Parce que f moins 1 prime, c'est moins racine de 2. Donc je dois faire l'inverse. 1 sur moins racine de 2, ça me donne moins racine de 2 sur 2. Qu'est-ce que je fous comme ça? Voilà, c'est ça. Moins racine de 2 sur 2. C'est ça. Heureusement. Parce que f prime de pi sur 4 égale moins racine de 2. Hein? Donc si je le remplace ici, je vais avoir moins 1 sur racine de 2 qui me donne moins racine de 2 sur 2. Excellent. Good. Une fois qu'on a calculé ça, l'autre, si vous n'avez pas de questions, je vais effacer. Pas de questions? Avez-vous des questions? Good. Donc j'efface. Donc le résultat, je le laisse ici. Ensuite, l'autre c'est quoi? On doit calculer f moins 1. Prime de racine de 3 sur 3. De 2 racine de 3 sur 3. Alors ça c'est mon B. Toujours. Je vais aller chercher mon A en faisant f de x est égal à 2 racine de 3 sur 3. Et là, je vais avoir donc 1 sur sinus x, c'est égal à 2 racine de 3 sur 3. Et une fois que j'ai ça, je vais avoir sinus de x, en fait, c'est égal à 3 sur 2 racine de 3. Or, 3 sur 2 racine de 3, ça me donne combien? 3 racine de 3 sur 6. Ça me donne racine de 3 sur 2. Donc, je vais avoir sinus de x égale à racine de 3 sur 2. Mais puisque x doit appartenir à l'intervalle 0, point virgule, puis sur 2, la valeur de l'angle qui donne, dont le sinus est égal à racine de 3 sur 2, c'est l'angle pi sur 3. Donc, x est égal à pi sur 3. Et du coup, on aura, implique a égale à pi sur 3. Maintenant, puisque a égale à pi sur 3, je vais dire donc que f moins 1 prime de 2 racine de 3 sur 3, c'est 1 sur f prime de pi sur 3. C'est 2 sur f prime de 1 sur f prime de pi sur 3. Et je vais dire que f prime de pi sur 3, c'est égal à moins cosinus de pi sur 3, n'est-ce pas, sur sinus de pi sur 3, le tout au carré. Ceci me donne cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Je vais avoir moins 1 demi. Alors, donc, sinus de pi sur 3, le tout au carré, c'est racine de 3 sur 2, le tout au carré. Ça me donne 3 quarts. Je vais avoir donc f' de pi sur 3, c'est égal à donc moins 1 demi multiplié par 4 tiers. Je simplifie, ça me donne moins 2 tiers. Et du coup, je vais avoir donc f moins 1 prime de 2 racine de 3 sur 3, c'est égal à 1 sur moins 2 tiers qui me donne moins 3 demi. Me donne moins 3 demi. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Des questions? Des questions? Vous en avez ou pas? Si c'est bon, vous me dites, je fasse.
baax na. Ok, good. Donc, j'efface. Donc, je laisse les résultats ici parce que c'est la question qu'on m'a posée. L'autre, c'est quoi, Balde? F moins 1 prime de 2. F moins 1 prime de 2. Alors là, je vais dire que, point virgule, même chose, mon B ici, c'est égal à, mon B, c'est 2. Et puisque mon B, c'est 2, je vais résoudre l'équation f de x est égal à 2 pour chercher mon A. F de x est égal à 2. Là, je vais avoir 1 sur sinus de x est égal à 2. Ceci implique que donc sinus de x est égal à 1 demi. Et puisque je sais que x doit appartenir à l'intervalle 0, point virgule, pi sur 2 fermé, là, je dis que x est égal à pi sur 6. X égale pi sur 6 implique donc A égale à pi sur 6. Et du coup, je vais avoir f moins 1 prime de 2, c'est égal à donc 1 sur f prime de pi sur 6. Alors, donc j'ai ici 1 sur f prime de pi sur 6. Alors, je vais calculer f prime de pi sur 6, sachant que donc f prime de pi sur 6, c'est égal à moins cosinus de pi sur 6 sur sinus de pi sur 6, le tout au carré. Alors, cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Je vais avoir donc moins racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. 1 demi le tout au carré, ça donne 1 quart. Et là, je vais avoir, c'est égal à donc moins racine de 3 sur 2 multiplié par 4 sur 1, ce qui me donne donc moins 2 racine de 3. Et je vais dire f moins 1 prime de 2, c'est égal à moins 2 racine de 3. Et voici la fin de l'exercice. C'était ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut déterminer les f moins 1 prime. Maintenant, il y aura d'autres questions sur la dérivabilité de f moins 1 en un point A et sur la dérivabilité de f moins 1 sur un intervalle à déterminer. Et tout ça, ça a été déjà fait. Ça, c'était juste une application. Maintenant, on va passer au troisième théorème qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire. OK? Good. Donc, alors, là, une fois qu'on a fini le théorème de la bijection et le théorème de la bijection réciproque, on attaque avec le théorème des valeurs intermédiaires. Et le théorème des valeurs intermédiaires, ce qui fait que beaucoup d'élèves ne puissent pas comprendre ce théorème-là, c'est le fait qu'ils ne savent pas pourquoi ce théorème. Pourquoi ce théorème? Exemple, quand on vous demande de résoudre l'équation x au cube moins x plus 1 est égal à 0. Là, la première des choses à faire, c'est comme c'est un polynôme, il faut chercher le zéro de la solution ou bien le zéro de l'équation. Là, on va chercher une racine évidente d'ici à Mathusalem, on ne l'aura pas. On l'aura pas. Il n'y a pas de racine évidente qui puisse annuler ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et pourtant, on a posé cette équation-là et une équation est censée avoir une solution. Mais puisqu'ici, on ne peut pas avoir la solution, on va essayer d'approcher la solution. C'est-à-dire, chercher une valeur qu'on va noter alpha, telle que on a alpha au cube moins alpha plus 1 qui est sensiblement égal à 0. Maintenant, quand je dis sensiblement égal à 0, c'est tel que quand je calcule ça, je vais avoir 0,00001 ou bien moins 0,00005. Vous voyez que ces valeurs-là sont très proches de 0. Donc, on peut dire que alpha est une solution approchée de cette équation-là. Ou bien, si on ne peut pas trouver alpha, on encadre alpha pour dire que la solution de cette équation-là est comprise dans un tel intervalle. Et maintenant, ces méthodes d'encadrement-là qu'on va utiliser, c'est la méthode de dichotomie ou la méthode de balayage ou bien une synthèse des deux. Je préfère faire la synthèse des deux.
OK? Donc, on va maintenant dire qu'est-ce que le théorème des valeurs intermédiaires. On va énoncer ça. On va énoncer ça. Et pour énoncer ça, on va dire si f est continu sur I est dérivable sur J, si f est continu sur I est dérivable sur J, toujours notre I et notre J, tel que, bon, on va dire, alors pour tout A appartenant à J, pour tout A appartenant à J, l'équation f de x égale à A admet au moins une solution. L'équation f de x égale à A admet au moins une solution. Sur I. Alors, donc là, ça c'est le théorème de l'existence de la solution. On appelle ça aussi le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème de l'existence de la solution. Donc, il ne faut pas oublier que si f est continu sur I et dérivable sur J, pour tout A appartenant à J, l'équation f de x égale A admet au moins une solution unique. C'est-à-dire que ça, c'est une façon d'énoncer ça. Hein? On peut énoncer ça d'une autre manière. On va dire si f est bijective de I vers J, alors l'équation f de x égale à A, point virgule, A appartenant à J, admet au moins une solution. Sur I. Admet au moins une solution sur I. Donc, si f n'est pas bijectif, on ne peut pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, si A aussi n'appartient pas à J, l'ensemble d'arrivées, où on fait la bijection, alors l'équation f de x égale à A n'admet pas de solution. Donc ça, c'est le théorème de l'existence de la solution. Il y aura maintenant un théorème pour montrer l'unicité de la solution qu'on va appeler le corollaire. Le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Après, on va y revenir. Maintenant, si f est bijective, ça signifie que f doit être continu et monotone. Et cette monotonie-là peut être stricte ou pas stricte. On va discuter de ces différents cas-là. On va discuter de ces différents cas-là. A appartenant à J. A J. A appartenant à J. OK? Maintenant, on va prendre le cas où la fonction f est strictement monotone. Cas où la fonction f est strictement monotone. Alors, donc, f est continu et strictement monotone. Donc, f est une bijection de I vers J. OK? Alors, donc, on va dire, là, cas où la fonction est strictement monotone, on va dire que f, I vers J, on va dire f continu est strictement monotone sur I, f continu sur I, f strictement monotone sur I, f est continu, f strictement monotone, ceci implique donc f est bijective de I vers J. N'est-ce pas? Tel que J égale à f de
I, tel que J égale à f de I. Alors, pour tout A appartenant à J, ça c'est tellement important, ça. Pour tout A appartenant à J, ça c'est important, f de x égale à admet une unique solution. F de x égale à A admet une unique solution. F de x égale à A admet une unique solution. Vous avez vu, ça c'est le cas où f est strictement monotone. OK? OK? F admet une solution unique. Et maintenant, une solution unique, et on va dire cette solution unique-là, alpha, appartient à I. La solution appartient à I. Donc, voici le théorème des valeurs intermédiaires. Hein? Si f de x égale, si f est continu sur I, f strictement monotone sur I, alors f réalise une bijection de I vers J telle que J égale à f de I. Maintenant, pour tout A appartenant à J, f de x égale à A admet une unique solution alpha appartenant à I. OK? Une solution alpha appartenant à I. Et là, la représentation, on peut faire ça de manière graphique. Si on a ça et que ça, c'est la courbe de F. Voici l'intervalle I. Et voici l'intervalle J. Si c'est ça, c'est l'intervalle J. A est là. Si A est là, on fait comme ça. On fait comme ça et on a alpha qui est là. Et on a alpha qui est là. Et ça, c'est la courbe CDF. Et ça, c'est la courbe CDF. Maintenant, on va parler du corollaire du corollaire du TVI. Ça, on l'appelle aussi TVI. Hein? TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, il faut parcuriser ça. Il faut énoncer ça. Montrer qu'une fonction f de x égale à admet une solution dans un intervalle. Il faut montrer que f est continue, strictement croissante ou strictement décroissante. Donc f réalise une bijection de I vers J tel que J égale à f de I. Alors, vous regardez, est-ce que A appartient à J? Si A appartient à J, vous dites que l'équation f de x égale à A admet une unique solution alpha sur I. Alors, on va faire maintenant le corollaire. Si vous n'avez pas de questions, on fait le corollaire. Cinquièmement, corollaire. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, vous savez ce que c'est qu'un corollaire, non? Vous savez ce que c'est qu'un corollaire en mathématiques? Non. Non. Alors, un corollaire, c'est une proposition qui découle d'une autre proposition. Donc, ce que je vais écrire là découle de la proposition du théorème des valeurs intermédiaires. OK? C'est simplement ça. OK? Good. Alors, là, je vais dire que si f est continu et strictement monotone sur un intervalle AB, si f continue est strictement monotone, c'est-à-dire décroissante ou croissante sur un intervalle A, B, et on a f de A fois f de B négative. Ce premier point-là et ce premier point-là. F de A et f de B négatif. Là, je vais dire alors f de x égale à 0 admet une unique solution alpha. F de x égale à 0 admet une unique solution alpha.
appartenant à l'intervalle A, B. Et ça, je peux faire ça de cette manière-là. Voici l'axe des X. Voici A, voici B, n'est-ce pas? Alors, la courbe CRF est là. Donc, je ne vais pas faire ça. Voici la courbe CRF. Donc, c'est ça f de A. Elle est négative. C'est ça f de B. Et alpha, c'est là où il va couper l'axe des abscisses. C'est ça alpha. Voici la représentation graphique. Donc, il faut savoir que ce corollaire-là, il permet de donner un encadrement de alpha. Et on va utiliser les méthodes de balayage et les méthodes de dichotomie. Donc, on va faire une application maintenant. On va faire une application. Si c'est bon, s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a de... C'est bon. Hein? Terminal ici, ñoo ko waroon gën a suivre sax. Terminal ici yooyu noonu dañuy nelaw lii. waaw dañuy nelaw il faut ça surtout représentation graphique bi pour ñu mun di ko déduire xam ne carrément lii solution unique la ci intervalle. Si. Ah sama gars yi war nañ góorgóorlu daal am nañ sens de dañuy gis lu garaaw. C'est bon, j'efface. Voici comme application. Ça, c'est l'exo numéro combien? C'est l'exo 9, hein? C'est l'exo 9 de la série. Oui ou non? Est-ce l'exo 9? Oui. Voilà, good. C'est l'exo 9 de la série. Comme application, on va faire ça. Hein? Application du théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez vu, on nous a donné une fonction f de x. On nous a dit que montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution dans alpha, une solution alpha dans moins l'infini. Maintenant, je vais faire une étude générale de la fonction f de x parce qu'il y a des choses, il y a des petits trucs que je vais vous montrer. Hein? Donc, ce que je vais faire ici, c'est dire résolution. Là, on a la résolution. On va chercher le domaine de définition de f de x. On va dire que f de x existe si et seulement si x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Or, ceci est toujours vrai. Est toujours vrai, x au carré plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Il est toujours supérieur à 0, exactement ça. Alors, donc, d de f est égal à R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, point virgule, plus l'infini. Et après, qu'est-ce que je fais? Je cherche les limites aux bornes du domaine de définition. Je vais dire que limite, quand x tend vers plus l'infini, df de x, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2x plus racine carrée de x au carré plus 1, qui est égal à plus l'infini. Ensuite, je fais la limite, quand x tend vers moins l'infini, df de x, qui est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2x plus, quand x tend vers moins l'infini, de 2x. Ouvrir le 1 plus l'infini. Où? Ah, ok. DF. Voilà. Est égal à moins l'infini, 2x plus racine carrée de x au carré plus 1, qui est égal à, ça c'est une forme qui est indéterminée parce que je vais avoir moins l'infini plus l'infini. Maintenant, je vais multiplier par l'expression conjuguée. Hein? C'est bon. Je vais avoir donc 2x plus 1, le tout au carré, moins x au carré, moins 1, sur 2x plus 1, moins racine carrée de x au carré, plus 1. Alors donc, là, je vais avoir 2x, 4x au carré, 4x au carré, plus 4x plus 1, moins x au carré. Bon, ça, c'est 2x plus 1 plus racine carrée de x au carré plus 1, moins 1 sur 2x
plus 1 moins racine carrée de x au carré plus 1. Alors, donc, une fois que je fais ça, je vais avoir 3x au carré plus 4x moins 1. Alors, ça, est-ce qu'il y a une solution ici? Il n'y a pas de solution. 2x plus 1 moins racine carrée de x au carré. Ou bien ma factoriser gënul yomb. Allô? Aziz, waaw ma factoriser gënul yomb. fii da ngaa juum daa mel. Fan laa juum? Fan laa juum? 2x plus 1 amul plus 1 de. Fan la? ci f de x bi équation. Ah, amul plus 1. Oh, foo laa juumee. Merci beaucoup, Tata. Voilà. Il n'y a pas de plus 1, tu as raison. Moi, d'où je tire le plus 1 là? Merci, sec. Voilà, x au carré plus 1. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser. Je vais factoriser par x. Je vais avoir limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2x moins x, racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Alors, je factorise par x, je vais avoir, c'est égal à limite, quand x tend vers moins l'infini, de x, facteur de 2, moins racine carrée de 1, plus 1 sur x au carré, ce qui me donne moins l'infini. Puisque ça, c'est 1, 2 moins 1, ça fait 1, 1 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Alors, donc, une fois que j'ai ça, j'ai la limite en plus l'infini et j'ai la limite en moins l'infini, je vais dériver. Je vais dire que donc f de x est la somme. Bon, je vais dire que à tout x, on associe 2x, dérivable sur R. Ensuite, à tout x, on associe la fonction racine carrée de x au carré plus 1, dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire R, dérivable sur R. Dérivable sur R. Donc, je vais dire à tout x, x plus racine carrée de x au carré plus 1, dérivable par somme sur R. Donc, ça, c'est la discussion qu'il faudrait faire à chaque fois avant de dériver. Ça, c'est domaine de définition. Ça, c'est limite aux bornes. Ça, c'est dérivé. Et je vais faire f' de x, donc c'est égal à 2 plus 2x sur 2 racine carrée de x au carré plus 1. Ce qui me donne donc 2 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1. Et on va chercher le signe de ça sur R. C'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur sur la dérivée. C'est bon. Les gars. Est-ce que c'est bon? Wow. OK. Good. Good. Micro. Donc, une fois que j'ai ça, je vais dire, posons, je vais chercher le signe 2 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1 positive. Je vais avoir donc 2 racine carrée de x au carré plus 1 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1 positive. Et je prends le numérateur. Je fais 2x au carré plus 1 plus x positive. Et là, je vais avoir 2 racine carrée de x au carré plus 1 supérieur à moins x. Alors là, je vais élever partout au carré. Je vais avoir 4 facteurs de x au carré plus 1 supérieur à
x au carré, j'ai 4x au carré plus 1 moins x au carré supérieur à 0. J'ai 3x au carré supérieur à moins 1. Je vais avoir x au carré supérieur à moins 1 tiers. Ça, c'est impossible. Hein? Toujours vrai. Toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai. Oui. Étude de signe nga nekk di def. Waaw. Donc, quel Non, que soit. loolu boo defee da ngay jumbe. Ah. Waaw, da nga war a poser égal à 0. Waaw, y a pas de souci. D'abord. Il y a pas de souci. Du am racine. Non, non, mun naa ko poser nii. Su ma ko poser nii, ça veut dire que comme ça, c'est toujours vrai, ça veut dire que ma supposition est vraie. Tu as compris? Oui. Ma supposition, j'ai posé 2 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1 positif. Et je regarde dans quel cas elle est positive. Maintenant, j'ai vu que x au carré supérieur à moins 1 tiers, ça c'est toujours vrai. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, 2 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1 est positif. Oui, Balde, qu'est-ce que tu veux dire? F' de 2 racines de U. Moi, fini. Racine carrée, amul 2. Ouais, 2, il a simplifié. Ah, ouais, d'accord. Donc, il a simplifié. Ouais. Quel que soit x appartenant à R. Ah, OK. F' de x est positif. Bon, si vous voulez, les autres, si vous voulez, vous posez ça égal à 0. Mais je vous le dis et je vous le redis, il faut avoir cette habitude-là de poser une condition et de regarder est-ce que votre condition est vraie pour les études de signes. OK? Allô, allô? Allô, c'est bon? C'est bon? Voilà, good. C'est bon, parce que je vois qu'ici, comme on m'écrit que ma connexion elle est faible, elle me joue aussi des tours. Donc, c'est la connexion orange, j'y peux rien. Good. Maintenant, puisque... Oui? Fii, va ngay développer jumwere. Fan? À partir de 4 facteurs de x au carré plus 1. Ah, ouais, c'est la même chose. Fii, c'est 4, hein? Heureusement, ça ne va rien changer. C'est moins 4. Merci beaucoup. C'est moins 4 tiers. Good. Merci beaucoup. Hein? X est supérieur à moins 4 tiers, c'est toujours vrai. Donc, comme c'est toujours vrai, ma proposition sera vraie. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est positif. Donc, je fais le tableau de variation de f' de x. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini, là j'ai x, là j'ai f' de x, elle est positive, là j'ai f de x. Limite en moins l'infini, c'est égal à moins l'infini, limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et ma fonction est comme ça. Alors, Légui, on m'a dit de montrer que l'équation f de x égale à 0. L'équation f de x égale à 0. La question c'est quoi? Étudier les variations de f de x. Je l'ai étudié. Deuxième question, c'était quoi? Dictez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Déterminer les valeurs approchées à 10 moins 1 près. Non, la première question, c'était quoi? Il y a une question. Montrer que l'équation f de x égale 0. Ah, ok, je n'ai pas encore répondu à la question. Donc, montrer que l'équation. Alors, donc ici, on va dire que, regardez ici, il y a existence de solution. Vous allez lire ici. Regardez, de moins l'infini à plus l'infini. Vous allez vers des nombres négatifs. Dem, b, 0. Vous avez vu ce 0 là? N'est-ce pas? Def moins l'infini, jar 0, dem plus l'infini. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Alors, donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que tous les x qui sont ici ont des images sur cette droite-là, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il y aura un nombre alpha qui sera ici, dont son image sera 0. Donc, il y aura un nombre alpha où on aura f de alpha égale à 0. Donc, f de alpha égale à 0, ça signifie que alpha, solution de f de x égale à 0. Solution de f de x égale à 0. Mais par contre, on ne sait pas où se trouve alpha sur moins l'infini 0. Mais eux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont demandé de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution sur l'intervalle moins 1, 0. C'est ça qu'ils nous ont demandé. Je vais dire que sur moins 1, 0, sur l'intervalle moins 1, point virgule, 0,
f de x est continue, parce que c'est une fonction polynôme, est strictement croissante. Donc, elle réalise une bijection de quoi? De moins 1, 0 fermé, vers quoi? Comme elle est croissante, vers f de moins 1, point virgule, f de 0. C'est-à-dire de moins 1, point virgule, 0 vers f de moins 1, quand on calcule, f de x est égal à quoi? On avait f de x égal? F de moins 1, environ moins 2 plus racine carrée de 2. F de x était égal à 2x plus racine carrée de x au carré plus 1. Da ngay am moins 2 plus racine carrée de? Wow. Da ngay am moins 2 plus racine carrée de 2, point virgule, f de 0, c'est 1. Voilà. On a ça, non? J'ai pas encore fini. Donc, la condition, elle est là. J'ai montré que f est bijective. Ça, c'est la condition f bijective. Pour le théorème des valeurs intermédiaires. Pour le théorème des valeurs intermédiaires, ça, c'est la condition f bijective. Bijection de f. Ça, c'est la condition bijection de f. Donc, il faut toujours faire ça lorsque vous faites le théorème des valeurs intermédiaires. Ça, c'est la condition bijection de f. Hein. Il faut toujours faire ça. C'est-à-dire dire que sur l'intervalle moins 1, 0, sur l'intervalle i qu'on m'a donné, f est continue là-bas. Et regardez la monotonie de f sur cet intervalle-là. Donc, f est continue et strictement croissante sur cet intervalle. Si ça est vérifié, alors f réalise une bijection de l'intervalle i moins 1, 0 vers f de i. Puisque f est croissante, f de i ne va pas changer l'ordre. On aura f moins 1, f de 0. C'est la première chose qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'image d'un intervalle sur 1, d'une fonction continue, et on calcule, ça veut dire que ça c'est i et ça c'est j. Donc, non, grave. Alors, donc ça c'est i, ça c'est mon j. Une fois que j'ai ça, je vais dire, or, il faut mon a. Ici, mon a c'est quoi? C'est ça. OK? Ici, mon a, c'est ça, c'est ça. Ou bien, je dis, or, 0 appartient à l'intervalle moins 2, racine de 2, point virgule, 1. De plus, on a f de 0 fois f de 1, c'est négatif. Pourquoi? Parce que f de 0, c'est 1. F de moins 1, c'est ça. Ça, c'est négatif. Négatif fois positif, ça donne négatif. Et on va dire que l'équation, alors, d'après le TVI, et on dit, alors, d'après le TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ça, c'est la deuxième condition, existence de la solution, unicité de la solution. La deuxième condition qu'on appelle unicité de la solution. Si on a montré que, si on a fait la condition bijective, on fait la condition unicité de la solution, on peut conclure dire que d'après le TVI, d'après le théorème, moi j'écris le TVI, mais vous écrivez le théorème des valeurs intermédiaires. Parce que, oui. Oui. C'est comment? Théorème de la solution. Ouais, ok, ouais. C'est ça, le théorème de l'unicité de la solution. Alors, d'après le TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a f de x égale à 0, admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0, point virgule, appartenant à l'intervalle moins 1, point virgule, 0. Et on a répondu à la question. Appartenant à l'intervalle, moins 1, 0. C'est ça la question. Donc, tout le temps, pour faire le théorème des valeurs intermédiaires, il faut faire le tableau de variation. Regardez, regardez dans l'intervalle pour laquelle on vous a demandé ça, dire que sur moins 1, 0, on m'a demandé ça, puisque f est strictement croissante sur R, elle sera forcément croissante sur moins 1, 0, puisque moins 1, 0 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, cela veut dire que ici,
f de moins 1, ici, ça me donne moins 2 plus racine de 2. F de 0 ici, ça me donne 1. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Donc, day ñëw jaar 0, dem alpha. Ensuite, la deuxième question, c'est quoi? Si vous n'avez pas de question, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Déterminer la valeur approchée. Déterminer la valeur approchée. À 10 puissance, à 10 moins 1 près, par défaut de alpha. Approché par défaut, hein? Ouais. Alors, là, ce que je vous conseille maintenant, il faudrait diviser mon intervalle à pas de 0,1. En pas de 0,1 jusqu'à 0. C'est-à-dire, ligne de def, vous faites un petit tableau. OK? Là, vous avez moins 1. Ensuite, vous avez moins 0,9. Ensuite, vous avez moins 0,8. C'est-à-dire les pas de 0,1. C'est pourquoi? Pourquoi on a fait moins 0,1, moins 0? Parce qu'à un pas de 10 puissance moins 1, c'est à un chiffre après la virgule. Donc, je vais dire moins 1, je vais dire 0,1, je vais dire 0. Donc, moins 1, moins 0,9, moins 0,9. Ensuite, je vais avoir moins 0,7. Ensuite, moins 0,6. Ensuite, moins 0,5. Alors, prenez tous vos machines. Prenez tous vos machines. Ensuite, moins 0,5. Ensuite, moins 0,4. Ensuite, moins 0,3. Ensuite, moins 0,2. Ensuite, moins 0,1. Et ensuite, 0. Et là, calculez-moi f de moins 1 et donnez-moi son signe. Le signe de f de moins 1 m'a intéressé. F de moins 1, on avait trouvé combien? Un nombre qui est négatif. Elle était négative. Donc, vous mettez ici. F de moins 1, F de moins 0,5. Vous avez vu, ici c'est négatif. Là, vous avez positif. Alors, f de moins 0,9, vous avez trouvé combien? Des négatifs. Des négatifs. F de moins 0,8, c'est combien? Des négatifs. Ensuite, non. Ensuite, f de moins 0,7, non, l'élève? Négatif. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, f de moins 0,6, nous def? Des négatifs. Ensuite, f de moins 0,5, nous def? Des négatifs. Et ensuite, f de moins 0,4, nous def? Là, je pense que les positifs. Je vais vérifier. Vérifiez. Je me calculateur. Excusez-moi, c'est bon. Vous trouvez combien f de moins 0,4? Des positifs. Des positifs. Alors, regardez, à l'intervalle où ça change de signe, on va dire que ici, alpha est compris entre moins 0,5 et moins 0,4. Et on m'a dit de donner la valeur approchée par défaut. Donc, alpha est égal à moins 0,5. Bien. C'est ça la méthode d'encadrement. Maintenant, si on vous a... Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Vérifier, parce que nous avons calculé, ils sont en train de vérifier les valeurs là. Vérifier ces signes-là. Ce n'est pas l'appel de prendre les valeurs, seulement le signe du résultat que vous allez avoir. Là, vous calculez f de moins 1, vous notez son signe. Vous calculez f de moins 0,9, vous notez son signe. Vous calculez moins f de moins 0, vous notez son signe.
Petit, j'entends mal ce que tu dis. Allô? Allô? La connexion qui joue le tour là. C'est moi là. C'est moi là? Wow. Ok. Donc, vous avez vérifié ce calcul là, Balde? Oui, oui. Donc, regardez, là où ça change de signe, c'est entre moins 0,5 et moins 0,4. Ça veut dire que alpha est compris entre moins 0,5 et 0,4. Mais comme on a dit la valeur par défaut, je prends cette valeur-là, alpha, sensiblement égal à moins 0,5. À chaque fois, c'est comme ça que vous faites. Maintenant, imaginez-vous maintenant qu'on vous dise à 10 puissance moins 1 près. À 10 puissance moins 2 près. C'est-à-dire que là, on vous dit déterminer la valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2 près. Là, ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est chercher. Ben parent d'élève moi Ah, ben parent d'élève moi ok. Good. Wow. Qui m'ont quoi? Pas pour avoir fait terminal. Ah, ok, ouais, c'est bon. Good. Et puis, moi, quoi, ça m'a fait des temps. Ok, good. Donc, une fois que vous avez ok, c'est bon. Alors, donc, une fois que vous avez, là, on a des 10 puissance moins 1, nous, on s'arrête là. Mais vous pouvez avoir un exercice qui vous dit déterminer les valeurs approchées à 10 puissance moins 2 près. À 10 puissance moins 2 près. 10 puissance moins 2 près, ça signifie que vous avez deux chiffres après la virgule. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait encadrer d'abord alpha à 10 puissance moins 1 près, comme nous nous l'avons fait. Ensuite, dans ce cas-ci, vous faites un second tableau pour avoir la valeur 10 puissance moins 2 près. C'est-à-dire que, ce fait qu'on ait la question, on a déjà répondu à la question. Maintenant, tu as une question pour plus de bagages. Donc, si on m'avait dit à 10 puissance moins 2 près là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est encadrer d'abord alpha à 10 puissance moins 1 près. Moi, je l'ai défini. Ensuite, je vais faire un autre tableau où je vais encore faire moins 0,5. Ensuite, moins 0,49. Watch, dem 0,4. Moins 0,48. Ensuite, dem moins 0,47. Ainsi de suite jusqu'à 0. Et je calcule les signes. Il faut changer. Exemple, si j'avais ici plus, j'ai ici moins, et je vais dire dans ce cas-ci, alpha est compris entre moins 0,48 et moins 0,47. Et là, vous avez répondu à la question qui vous demande à 10 puissance moins 2 près parce que vous avez deux chiffres après la virgule. Les encore 10 puissance moins 3, vous avez la tableau, moins 0,48. Après, vous avez moins 0,89. Ensuite, 87, 47. Tout le temps, vous avez fait. Oui. Moins 0,5. Ouais. Des positifs. Moins 0,5 des positifs. C'est sûr. Balle de vérifier le bas. Balle de vérifier encore. Mais de toute façon, ce sont des calculs. Hein. Il faut vérifier. Il faut balle de noir, dégueulasse. D'accord, positif. Wow. Donc c'est si c'est positif là, donc on va prendre là où ça change de signe. Donc alpha n'est plus compris entre ici. Alpha est compris ici. Il faut vérifier vos calculs. Vérifiez. Quel ne vérifie encore? Parce qu'il y a un balle de acquis mungenjum. Ce qui fait que là, je vais avoir alpha, c'est compris entre moins 0,6 et moins 0,5. Ce qui fait que donc alpha est égal à moins 0,6. Bon, c'est une valeur approchée, donc je vais dire sensiblement égal. Et sur ce, je pense que tout ce que vous devez savoir sur les fonctions en classe de première S, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez rivaliser avec des élèves de terminale au premier semestre. C'est-à-dire que les fonctions que vous faites là, c'est ça que les élèves de terminale font, les élèves de terminale S2, c'est ça qu'ils font au premier semestre. Au premier semestre. D'octobre au mois de janvier, ils font que études de fonctions simples. C'est-à-dire que les profs perdent énormément du temps sur des choses qu'on devrait maîtriser en classe de terminale. Donc, imaginez-vous maintenant que vous allez en terminale en maîtrisant ces trucs-là. C'est autre chose. Dans la série, j'ai pris 2 compositions du lycée Blaise Diagne que j'ai mis dans votre série et que vous allez traiter. Il y a même une, vous l'avez déjà traitée. Imaginez-vous, vous êtes en classe de première, vous traitez un exercice, composition, premier semestre, Blaise Diagne. Ils ont raison, hein, de faire positif. Hein. De faire positif. Ok. Donc, de faire positif, quoi. Donc, je l'avais juste supposé, quoi, parce que j'avais entre 0,6 et 0,6, 0,5 là, quoi, je me dis. Ok. Donc, certainement, j'ai dû commettre une erreur. Ok, c'est bon. Donc, de grâce, il ne faut pas négliger ça. Essayez de maîtriser les études de fonction au moins avant d'aller en classe de terminale. C'est le visa. C'est le visa. Vous maîtrisez ça. L'année prochaine, vous allez éviter à votre prof de refaire tous ces genres de trucs-là, de refaire tout ça. Normalement,
un bon élève de première peut permettre à son prof 2 semaines de cours, 3 semaines de cours, commencer avec les fonctions logarithmes et les fonctions exponentielles. Parce que tout ça, vous avez déjà fait ça en classe de première. Alors donc, de grâce, il faut aller maintenant refaire les exercices que vous avez faussés, regarder ce que vous n'avez pas compris et essayer de faire le maximum d'exercices. Jeudi prochain, on va continuer à corriger les fonctions. Et demain, Inch'Allah, on va faire les suites numériques. OK. Merci beaucoup. Ciao, ciao.